bureau, parlez pas trop fort.
Il y a 50 ans, les pouvoirs publics ont identifié le site de Notre-Dame-des-Landes pour accueillir un nouvel aéroport pour le Grand Ouest. Je ne vais pas retracer ici la longue chronologie des événements. Durant 50 ans, le projet a été successivement décidé, abandonné, relancé, réexaminé, reconfiguré, remis à plus tard. Durant 50 ans, à coups de décisions, de reculades, de déni, de non-décision, l'État s'est placé face à un dilemme impossible. Durant toutes ces décennies, alors que partout ailleurs le pays réalisait de grands projets d'aménagement, l'indécision des gouvernements successifs a laissé les partisans du projet et ses opposants s'affronter, se dresser les uns contre les autres. On a parfois instrumentalisé ces oppositions à des fins politiciennes. À tel point que, lorsque nous sommes entrés en fonction il y a 8 mois, la situation était totalement bloquée. Elle était non seulement bloquée, mais elle était dangereuse pour la sécurité des personnes et contraire au respect de l'état de droit. Nous aurions pu faire comme les autres, comme ceux qui, aujourd'hui, ne manqueront pas de nous interpeller, c'est-à-dire, au fond, laisser le soin à nos successeurs de trancher le nœud gordien. Après tout, qu'aurait représenté 5 années de plus, alors que, quelle que soit la décision prise, aucune infrastructure ne verra le jour en matière aéroportuaire sur place dans ce quinquennat. Mais s'il y a bien un seul point sur lequel, au plan local comme au plan national, tout le monde s'accorde, opposants comme partisans, c'est la nécessité de sortir de cette situation. Rien n'est pire que l'incertitude. Aussi, comme sur d'autres sujets, nous avons décidé de trancher la question, en sachant pertinemment que si la décision avait été facile, elle aurait été prise depuis longtemps, et en sachant qu'elle suscitera des oppositions tranchées et des commentaires définitifs. Pour opérer ce choix, mon premier réflexe, celui d'un républicain convaincu, celui de maire, d'ancien maire d'une ville, aurait été d'autoriser sans délai ce projet. La déclaration d'utilité publique a été lancée, tous les recours ont été purgés, la population du département a été consultée, le débat aurait dû être clos depuis longtemps. Mais je sais aussi que les choses paraissent toujours plus simples quand elles sont vues de loin. C'est pourquoi j'ai voulu prendre le temps de bien appréhender la situation, de considérer avec précision la complexité technique du projet, ses répercussions économiques et écologiques, d'évaluer son importance stratégique pour une région en pleine croissance et qui a besoin d'infrastructures de transport modernes. J'ai également voulu examiner les nouvelles solutions qui pouvaient s'offrir, parce qu'en 50 ans, et même en 15 ans, les technologies, les besoins, les aménagements, les territoires, les mentalités évoluent. C'est pourquoi, dès mon installation, et conformément aux engagements du Président de la République, nous avons demandé à 3 personnalités expertes de dresser le bilan de la situation. Cette mission a remis son rapport en décembre dernier. Sur la base de ce rapport, j'ai rencontré les élus, plus d'une centaine depuis le début du mois de janvier, des élus passionnés, de bonne foi, qui ont défendu leurs convictions, et je veux ici leur rendre un hommage appuyé. Ils ont des avis divergents, mais ils sont tous sincères. Samedi dernier, le 13 janvier, j'ai voulu me rendre compte par moi-même, sur place, de la situation. J'ai parlé avec les maires des communes concernées, pour ou contre, tous m'ont au fond dit la même chose, sortez-nous de cette situation. Il est temps désormais que l'État soit clair dans ses choix et ferme
dans leur mise en œuvre. Instruit du dossier autant qu'il peut l'être et en étroite association avec le Président de la République, le gouvernement a pris sa décision. Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un tel projet d'aménagement, qui structure un territoire pour un siècle, ne peut se faire dans un contexte d'opposition exacerbée entre deux parties presque égales de la population. Les grands projets qui ont réussi dans les années récentes, qu'il s'agisse du viaduc de Millau, de la route Airbus entre Bordeaux et Toulouse, ou des lignes ferroviaires à grande vitesse à Nantes, à Rennes, à Bordeaux et ailleurs, se sont tous réalisés, malgré des oppositions locales, parce qu'ils étaient largement portés et acceptés par la population. Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui, je le constate, c'est l'aéroport de la division. Depuis l'élection du Président de la République, nous sommes mobilisés ensemble pour renforcer la sécurité du pays et le transformer. La gravité des enjeux économiques que le pays traverse, la gravité des enjeux de sécurité qu'il connaît, exige que nous restions rassemblés sur nos priorités. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. Cette décision est logique au regard de l'impasse dans laquelle se trouve ce dossier. 50 années d'hésitation n'ont jamais fait une évidence. Cette décision est sans ambiguïté. Les terres retrouveront leur vocation agricole. Contrairement à ce que propose le rapport, elles ne seront pas conservées pour réaliser ultérieurement le projet. Cette décision est une décision d'apaisement. Elle doit aussi être l'occasion d'un nouveau départ, l'occasion de construire différemment, intelligemment. Le Grand Ouest a besoin de solutions pour croître. C'est une région puissante. Sa démographie et son économie sont dynamiques. Elle a besoin, pour son développement, d'être connectée au reste de la France et au reste de l'Europe. Mais précisément, cette connexion ne peut plus s'envisager aujourd'hui comme elle était pensée il y a 50 ans ou même il y a 20 ans. Il y a 50 ans, le modèle pour Notre-Dame-des-Landes, c'était de bâtir le 3e aéroport français et d'accueillir le Concorde pour rejoindre la vitesse supersonique le plus vite possible. Il y a 20 ans, le projet a été redéfini pour réaliser une plateforme aéroportuaire régionale permettant de développer des vols internationaux. Ce projet ne répond plus aux objectifs actuels, aux réalités actuelles de l'organisation aéroportuaire qui réserve à quelques grands aéroports nationaux les vols long courriers. Ce dont le Grand Ouest a besoin, ce à quoi le gouvernement s'engage, c'est de garantir que Brest, que Nantes, que Rennes disposent de liaisons faciles avec les autres métropoles européennes et de mettre en place des liaisons rapides avec les hubs long courriers internationaux. Le récent rapport de médiation a montré qu'il n'y a pas de solution idéale, mais qu'il existe une alternative crédible au transfert de l'aéroport. Cette solution, c'est le réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Les études ont aussi montré qu'il était possible de prendre des mesures limitant la hausse des nuisances sonores pour la population. Dans un premier temps, l'aérogare de Nantes-Atlantique sera modernisé et les abords de piste seront aménagés pour permettre à l'aéroport d'accueillir plus de passagers. Ces premières mesures peuvent être réalisées sur l'emprise actuelle de l'aéroport, donc dans des délais rapides. En parallèle, la procédure pour l'allongement de la piste sera engagée. Elle permettra de réduire les nuisances sonores à Nantes. Nous ferons tout pour réduire ces nuisances pour le village de Saint-Aignan de Grandlieu. Et si, techniquement,
cela n'était pas possible, elle ferait l'objet de compensations exemplaires. En parallèle, nous accompagnerons le développement de l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques, en commençant par l'agrandissement de l'aérogare, pour mieux répartir le trafic aérien du Grand Ouest. L'aéroport de Rennes-Saint-Jacques appartient à la région Bretagne. Nous travaillerons avec la région Bretagne pour permettre cet agrandissement si la région le souhaite. Enfin, nous devons davantage jouer sur la complémentarité rail-air. Depuis que le projet Notre-Dame-des-Landes a été lancé, le Grand Ouest a bénéficié d'infrastructures ferroviaires performantes, mettant les deux capitales régionales à moins de 2 heures du centre de Paris. Pour les longs courriers, l'enjeu pour les Rennais ou les Nantais, et donc pour les habitants du Grand Ouest, c'est de rallier directement les grands aéroports parisiens. Ces liaisons directes existent, mais elles sont insuffisantes. Elles seront donc fluidifiées et multipliées pour accompagner la hausse des trafics. Je demande donc à Madame la ministre des Transports d'étudier dans un délai de 6 mois les conditions de mise en œuvre de ces 3 chantiers qui se complètent et qui consistent à optimiser l'usage de Nantes Atlantique, à mettre en réseau les aéroports régionaux et à nous appuyer sur les lignes ferroviaires à grande vitesse pour rejoindre les plateformes aéroportuaires parisiennes. Au-delà de leur division sur ce projet, tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés m'ont fait valoir la nécessité de rétablir rapidement l'état de droit sur la zone. Le gouvernement s'y engage. C'est la 2e décision que j'annonce aujourd'hui. Nous mettrons fin à la zone de non-droit qui prospère depuis près de 10 ans sur cette zone. Ainsi, tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés, la demande de prorogation fait valoir la nécessité de rétablir rapidement l'état de droit au Conseil d'État fin décembre pour nous laisser toutes les options ouvertes sera retirée. La déclaration d'utilité publique actuelle deviendra donc caduque le 8 février prochain. Les 3 routes qui traversent le site de Notre-Dame-des-Landes doivent maintenant être rendues à la libre circulation pour tous. Les squats qui débordent sur la route devront être évacués, les obstacles retirés, la circulation rétablie. À défaut, les forces de l'ordre procéderont aux opérations nécessaires. Conformément à la loi, les agriculteurs expropriés pourront retrouver leurs terres s'ils le souhaitent. Les occupants illégaux de ces terres devront partir d'eux-mêmes d'ici le printemps prochain ou en seront expulsés. Ailleurs, de nouveaux projets agricoles pourront être accueillis à partir de fin avril dans un cadre légal. L'État engagera une cession progressive du foncier de Notre-Dame-des-Landes. Dès maintenant, les forces de l'ordre sont mobilisées pour que ce processus se déroule dans le respect de la loi et que les squatteurs libèrent progressivement des terres qui ne leur appartiennent pas. Pour le futur, il faudra aussi tirer les leçons de l'échec de Notre-Dame-des-Landes en termes de débat public, de procédure, de présentation et de discussion des alternatives. Je voudrais enfin m'adresser à tous ceux, et ils sont nombreux, qui n'avaient pas nécessairement une opinion très arrêtée sur ce projet, mais qui pensent que l'État doit pouvoir décider et agir. Cette décision que nous prenons aujourd'hui est une décision de raison et d'apaisement dans un contexte local tendu. Une décision exceptionnelle pour une situation locale exceptionnelle. Je veux dire que nous continuerons à aménager le pays dans le souci d'une meilleure attractivité, d'une meilleure qualité de vie, d'un plus grand respect de l'environnement. Nous le ferons
avec ambition, avec méthode, avec enthousiasme. Nous le ferons avec l'ensemble des Français qui ne demandent qu'à bâtir l'avenir de leur pays et de leur région. Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà, et vous êtes en direct sur le Figaro.fr avec... vous avez été nombreux à réagir à cette déclaration d'Édouard Philippe, du Premier ministre, qui a donc annoncé, il était environ 13h40, que toutes les conditions pour mener à bien le projet Notre-Dame-des-Landes n'étaient pas réunies. Et une minute plus tard, Édouard Philippe a dit explicitement, donc a explicité l'idée, le projet de Notre-Dame-des-Landes est abandonné. On est avec François-Xavier Bourmeau du service politique du Figaro. Bonjour. François-Xavier. Vous êtes spécialiste, vous connaissez très bien l'Élysée, Emmanuel Macron. Vous lui avez consacré deux biographies, l'une sur les raisons qui l'ont amené à se présenter comme candidat, et puis une autre sur les coulisses de la campagne. La décision qui a été annoncée par Édouard Philippe, d'abord, ce n'est pas complètement une surprise. Non, enfin, il y avait deux alternatives possibles, donc on les connaissait. Il faut noter que l'abandon de Notre-Dame-des-Landes était suggéré dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Dans la partie qui était... le programme présidentiel, c'est quand même la Bible, hein, celle qu'il suit, qu'il s'efforce d'appliquer. Dans la partie qui s'appelle « Les territoires qui font notre France », il faut aller au codicile sur « Nous réformerons radicalement notre politique des transports » et lire là cette phrase « L'enjeu n'est plus de construire partout des autoroutes, des aéroports et des lignes de TGV, c'est de moderniser les réseaux existants. » Donc là, il est dans l'épure de son programme, il va moderniser l'aéroport de Nantes et voir étendre la piste. Donc c'est pas une surprise si on lit son programme. C'en est en revanche peut-être plus une si on se réfère à la séquence de cette semaine et son discours très martial hier devant les forces de l'ordre et sa démonstration d'autorité, c'est son rappel à l'ordre républicain par exemple. Alors vous êtes donc nombreux à réagir, on vous salue, je salue Vive le Brexit qui est un internaute fidèle du Figaro.fr, le petit orki Emmanuel... Veilleur, drapeau rouge, vous avez été nombreux à réagir, vous restez, vous continuez à poser vos questions. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez de cette décision d'Édouard Philippe? Vous le voyez, Édouard Philippe donc, a annoncé l'abandon par le gouvernement du projet Notre-Dame-des-Landes. Irène nous dit « Nous avons l'exemple d'un gouvernement non démocratique à cause des zadistes. Nous n'aurons pas d'aéroport. » C'est exactement la première réaction, la toute première réaction. Alors, ça n'est qu'un tweet pour l'instant que vous retrouvez d'ailleurs sur le fil du Figaro.fr, sur le live texte du Figaro.fr. La première réaction de Bruno Retailleau, c'est une victoire des zadistes. On en saura un petit peu plus à 14h45 parce que le talk qui est prévu habituellement à 12h04 avec Yves Tréhard a été pour l'occasion reporté. Bruno Retailleau a accepté de venir donner sa première réaction, l'une de ses premières réactions sur le plateau de Figaro Live, sur le plateau du talk à 14h45. Qu'est-ce qu'on peut dire quand, justement, comme dit Irène, c'est une victoire des zadistes? Alors ça, faudra voir par la suite. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que les réactions de la droite, elles étaient attendues. Elles ont commencé dès ce matin avec Laurent Wauquiez qui dénonçait cette décision attendue chez nos confrères de RMC. Ça redonne en tout cas un énorme ballon d'oxygène à la droite au moment où elle en avait sans doute le plus besoin. Et en particulier à Bruno Retailleau, qui est le président du Conseil régional des Pays de la Loire et qui a été l'un des porte-drapeaux de ce projet, en tous les cas à droite. Oui, et qui même si on appelle Notre-Dame-des-Landes l'aéroport, donc c'était plutôt, Jean-Marc Ayrault. Mais c'est clair que là, la droite va se régaler à dénoncer un gouvernement qui donne raison aux zadistes, parce qu'il y a même s'ils sont expulsés, même si le Premier ministre, Édouard Philippe, a expliqué qu'il fallait maintenant évacuer la ZAD, il y a quand même l'impression que le gouvernement a cédé devant 50 ans, oui, de résistance sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes. Donc énorme ballon d'oxygène pour la droite qui va évidemment s'emparer de cette affaire pour se refaire une santé, alors qu'elle n'arrivait plus à refaire surface depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a quelque chose
Ça divise, c'est une opportunité pour la droite. Ça divisait également à gauche. On avait des gens comme notamment Jean-Marc Ayrault, puisque ça a été lui qui a été quand même longtemps, qui a incarné même ce projet. On parlait justement de l'expression aéroport. Oui. Mais parce que Jean-Marc Ayrault était le maire de Nantes. C'était plus quelque chose qui se jouait au niveau territorial qu'au niveau du Parti socialiste. Là, sur la décision par rapport à la gauche, elle risque sans doute de moins la diviser, elle va moins être contestée vraisemblablement à gauche qu'à droite. Vous m'aviez dit tout à l'heure, sans trahir de secret, François-Xavier, que pour vous, ça a été une surprise, quand même. Oui, parce que ça correspond pas à l'image que voulait renvoyer Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat, l'image d'autorité, et qu'il a hier encore à Calais affirmé dans son discours devant les forces de l'ordre. C'est très étonnant de voir le président de la République chanter les louanges de la police, de la gendarmerie, de tous ceux qui sur le terrain à Calais luttent contre l'immigration clandestine, de leur apporter un soutien tellement fort. Et le lendemain de battre en race campagne devant les zadistes. Il y a quelque chose de contradictoire dans l'attitude d'Emmanuel Macron. Alors il l'avait dit, lui, que la décision ne serait pas facile et qu'elle serait forcément contestée. C'est assez étonnant. Alors après, il faut voir sur le terrain comment est-ce qu'il va gérer comment il va gérer l'évacuation de la ZAD. Parce que ce sont des images qui vont venir en contrepoint de l'abandon du projet d'aéroport. Mais il y a quand même, au bout du compte, l'impression d'un recul d'Emmanuel Macron sur le sujet. Contradictoire dans l'attitude d'Emmanuel. La décentralisation est donc morte, c'est ce que nous dit l'eau. Paris décide de tout. C'est un peu le sentiment qu'on avait en entendant Édouard Philippe, maire du Havre, normand, mais enfin pas originaire et pas élu dans cette région du Grand Ouest, dire ce qui était bon ou pas bon pour ce Grand Ouest. Oui, d'autant plus qu'il y a eu un vote démocratique sur le sujet. C'est-à-dire que les électeurs de Loire-Atlantique ont dit dans les urnes ce qu'ils jugeaient bon pour eux et qui était cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui est aujourd'hui abandonné. Effectivement, on voit que quand Édouard Philippe évoque les grands hubs internationaux, ça ne va pas être sur l'aéroport de Nantes même modernisé qu'on aura des grandes liaisons internationales. Il faudra sans doute aller à Paris. Ça fait penser d'ailleurs à la piste qu'évoquait Ségolène Royal quand elle était ministre de l'Environnement, de l'écologie, et qui était en gros d'abandonner Notre-Dame-des-Landes parce que les liaisons ferroviaires avec Paris via le TGV étaient faciles. Donc en gros, il suffisait de prendre le train à Nantes pour aller en 2 heures jusqu'à Paris, prendre son avion. C'est pas forcément la façon dont les habitants de Loire-Atlantique voient vraisemblablement les choses. Jean-Jacques nous dit bravo, c'est la bonne décision. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Jacques? Apparemment, pas tous. C'est vrai qu'on a pas qui nous dit encore une décision pas très courageuse, une de plus, donc une polarisation. Bravo, merci à notre gouvernement d'agir justement et non pas sous la pression des élus. C'est ce que nous dit un autre internaute du Figaro, Jean-Charles, qui nous dit également c'est une sage décision. Est-ce que c'est votre avis? Pourquoi vous pensez que c'est une sage décision? Pourquoi vous pensez que le gouvernement a pris la mesure qui s'imposait quand Édouard Philippe, à 13h40, a dit « Je constate que toutes les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet Notre-Dame-des-Landes ». François-Xavier vient de nous rappeler que, en réalité, ça s'inscrivait également dans une mesure, dans une volonté du gouvernement de ne pas engager de nouvelles grandes constructions, de nouveaux grands travaux d'infrastructure, comme on l'a connu notamment sous le mandat de François Mitterrand, avec les grands travaux, et ensuite d'améliorer, de moderniser les infrastructures existantes. Les terres retrouveront leur vocation agricole. Ce sera intéressant d'avoir d'ailleurs tout à l'heure la réaction de Bruno Retailleau à ce sujet, parce que Bruno Retailleau s'était rendu dans la zone où devait s'implanter l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, où devait qu'occupé par la ZAD, et il était allé voir des occupants qui, eux, pas des occupants, mais des habitants qui, eux, qui lui disaient qu'eux, ils étaient favorables à la construction de Notre-Dame-des-Landes.
François-Xavier. Oui, non, effectivement, excusez-moi, je pensais à autre chose, mais je vois beaucoup de commentaires défiler. Bonne décision, mauvaise décision, bonne décision, mauvaise décision. Il y a un débat qui est très fort, qui est en train de se développer. Le point important qui me semble à relever là-dedans, c'est pas que la décision soit bonne ou soit mauvaise, c'est qu'il y a une décision. C'est ce que soulignent les internautes apparemment. Et c'est un des objectifs d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, c'était de trancher. Il l'a rappelé d'ailleurs. Il fallait qu'il y ait une décision. Et quand on voit les commentaires sur le sujet, bonne ou mauvaise, le débat qui est en train de s'installer, mais on voit en fait que ça s'articule autour de l'idée qu'Emmanuel Macron a tranché. Alors est-ce que ça va infuser dans les esprits? Ça va forcément dépendre des répercussions sur le terrain. Donc sur le terrain, voilà. Et on va être dans un instant avec Marcelo Westfried. On va le prendre en direct. C'est un peu particulière puisque la décision avait filtré à l'extérieur et que les réactions politiques s'accumulaient déjà. Il y avait déjà des polémiques à l'extérieur. Or, les ministres restaient cloîtrés dans l'enceinte du Conseil des ministres. Donc ça faisait une sorte de scène un peu décalée où on attendait en fait ce qui devait être une annonce mais qui était finalement une confirmation de ce que déjà tout le monde savait. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de la décision, il semble que cette décision a été prise lundi soir dans le cadre d'une discussion au sommet entre le président et le Premier ministre et que par la suite, le reste du gouvernement en a été informé, notamment à l'occasion de cette discussion en fin de Conseil des ministres ce matin. Ça, c'est ce qu'il va falloir maintenant essayer de comprendre parce que on peut être frappé quand même par le storytelling, ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire c'est vraiment cette décision d'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes. Elle intervient dans une séquence qui est quand même, en termes de communication, finement préparée. On a fait hier, on a vu le président à Calais. Aujourd'hui, on nous annonce cette décision. Demain, le gouvernement envoie l'un de ses membres à Fessenheim pour essayer de déminer un autre dossier un peu pourri comme ça qui s'enlise depuis plusieurs années. Donc on peut penser que ça a été quand même planifié depuis un certain temps. Mais ça reste encore à confirmer. Ce qui est sûr, c'est que on va dire l'arbitrage final a été pris ce lundi et que c'était ensuite plutôt un accompagnement politique qui s'en est suivi dans les dernières heures et que voilà, maintenant il va falloir vendre ça. Il y a un certain nombre de conseillers qu'on a vus à l'Élysée. Il va y avoir maintenant des points avec les conseillers à Matignon qui vont être faits dans les minutes qui suivent pour les journalistes, de façon à essayer d'accompagner cette mesure. Une dernière chose, il y avait Nicolas Hulot qui était là avec les autres ministres, vous l'avez vu sur les images, qui de temps en temps jetait un regard vers le haut, vers le sommet, le toit, la verrière du salon d'hiver de l'Élysée. Pour lui, c'est sa première victoire importante, victoire symbolique aussi, victoire politique. Et on voyait que quelque part, il savourait. En tout cas, c'est ce qu'on sentait de là où on était dans ce salon d'hiver de l'Élysée. Merci beaucoup Marcelo pour ces précisions. Donc je rappelle donc ce que vous nous avez rappelé, vous avez annoncé, c'est que la décision a été prise lundi soir, décision donc annoncée tout à l'heure de renoncer
à la construction de Notre-Dame-des-Landes. Le projet Notre-Dame-des-Landes est abandonné. Déclaration d'Édouard Philippe, le Premier ministre, tout à l'heure. Si vous avez d'autres informations, eh ben vous revenez nous le dire et on va continuer à débriefer et à répondre aux internautes du Figaro qui sont nombreux à réagir. Et ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que les internautes qui réagissent nous disent pour beaucoup que c'est une bonne décision. Donc apparemment, comme disent les gens des réseaux sociaux au Figaro, on dit dans ces cas-là qu'il y a une mobilisation, il y a une grosse mobilisation de la communauté des gens qui sont favorables. Alors oui, mais on regarde aussi, il y a énormément de réactions des élus, des élus de Loire-Atlantique. Je voyais notamment à Saint-Nazaire aussi, où on comptait beaucoup sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes pour développer la région. Là, il y a quelque chose qui est en train de monter autour de la contestation locale de la décision. Alors, il s'y attendait au gouvernement. Il savait très bien que ce ne serait pas une décision qui serait approuvée déjà par la ville de Nantes. Johanna Rolland, la maire de la ville, l'avait redit à Édouard Philippe. À Emmanuel Macron aussi, mais on voit que dans la région, c'est en train de commencer à monter très fort aussi. Le président de la République et son Premier ministre ont vraisemblablement pas terminé avec la colère des élus locaux. Donc, si vous nous rejoignez et vous êtes nombreux à réagir, une trentaine d'entre vous, il y a cette décision qui a été annoncée, décision prise lundi soir, selon les informations de Marcelo Westfried qui a suivi cette annonce depuis l'Élysée, décision de renoncer à Notre-Dame-des-Landes. Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant dans l'annonce, en tous les cas, ce qui m'a beaucoup étonné dans l'annonce qui a été faite par Édouard Philippe, c'est le séquençage concernant l'évacuation de la ZAD. En tous les cas, il ne demande pas à ce que la ZAD soit tout de suite évacuée. Il n'y a pas la décision de faire, comme en 2012, une opération César avec les gendarmes qui arrivent et qui expulsent Manu Militari, les occupants de cette zone, dont on va parler dans un instant avec Angélique Negroni, qui est au service société du Figaro et qui est allée déjà sur cette zone, qui en a déjà parlé et qui devra s'y rendre dans les heures à venir. Mais vous remarquerez que dans les 4 ministres concernés par le dossier qui entoure Édouard Philippe, il y a aussi Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, parce que le gouvernement ne veut pas laisser la moindre prise à quelque recours que ce soit. Or, dans le cas des expulsions de la ZAD, il y a des expulsions qui ne peuvent pas être menées en hiver, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars. Ils lancent l'opération maintenant. Ça veut dire, et donc, il y a un délai d'expulsion pour que ce que fasse le gouvernement soit dans les clous, ça respecte la loi en fait. Ils rappellent suffisamment qu'ils interviennent dans le cadre de l'état de droit pour commencer eux-mêmes par respecter la loi. Donc il y a cette question des évacuations à attendre jusqu'au 31 mars. Et donc, il y a le délai qui est laissé aux zadistes pour évacuer la zone. Maintenant, la question, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont aller, les zadistes. Parce qu'ils étaient déjà en train de chercher leur prochain combat. Notre-Dame-des-Landes, c'est terminé. Mais il y a énormément de projets gouvernementaux sur le territoire. Projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, il y a Center Park. Il y a un Center Park, ça c'est pas un projet gouvernemental, mais qui demande l'aval du gouvernement aussi. Enfin, il y a Europa City. Ils cherchent les zadistes le nouveau terrain d'affrontement avec l'État. Donc ça crée un précédent quand même cette affaire Notre-Dame-des-Landes, parce que ça montre qu'en résistant à l'État, on peut obtenir gain de cause. Angélique Negroni, qui devait venir nous voir, ne pourra pas être présent avec nous, mais vous pourrez retrouver son témoignage dans le Figaro.fr. Si j'arrive à vous retrouver, où vous pouvez la voir, je vous le montre dans un instant. En attendant, François-Xavier, quelle va être la suite
pour le gouvernement? Est-ce qu'il y a des risques au niveau de l'opinion dans la prise de cette décision? Vous disiez justement qu'il y avait une contradiction un petit peu avec le discours, avec le ton qu'on avait entendu hier à Calais, et c'est à retrouver d'ailleurs sur le Figaro.fr, le récit de votre journée à Calais avec les multiples rencontres qu'a faites le président de la République. Contradiction entre ce qu'on a entendu, le ton employé hier, et puis ce qui est annoncé aujourd'hui. Mais c'est pas la même personne, remarquez, qui le fait. Non, mais Il y a une répartition des rôles? Oui, enfin, c'est une décision qui est de toute façon assumée par Emmanuel Macron. Effectivement, il a envoyé son Premier ministre en première ligne pour pas s'exposer sur le sujet. On sait quand même, malgré tout, que c'est lui qui a tranché. Donc là, c'est Édouard Philippe qui apparaît, mais il apparaît. Donc c'est Emmanuel Macron qui est derrière, effectivement pas en première ligne. Il va de toute façon payer vraisemblablement assez cher dans l'électorat de droite, ce recul face aux zadistes. Et on le voit d'ailleurs aux premières réactions qui viennent de la droite. Il voit que là, il y a une brèche qui vient de s'ouvrir. La droite et les Républicains et leurs avocats qui n'arrivaient pas jusqu'à présent à trouver d'angle d'attaque contre Emmanuel Macron sont en train de tous remonter au créneau. On le verra tout à l'heure, je pense, avec Bruno Retailleau qui viendra au talk. Mais c'est une incroyable plateforme d'expression, qui est une incroyable occasion qu'Emmanuel Macron vient d'offrir à la droite. Je vous rappelle que nous sommes en direct, ça vous le voyez, sur le Figaro.fr, et que Édouard Philippe donc a décidé de renoncer au projet Notre-Dame-des-Landes, un projet qui a longtemps divisé bien sûr les Français, qui a divisé également la classe politique. On l'entendra tout à l'heure, 14h45, talk spécial avec Bruno Retailleau, président de la région Pays de la Loire, qui répondra tout à l'heure donc aux questions d'Yves Tréhard. Le talk qui était prévu à 2h05 a été reporté pour l'occasion. Je remercie François-Xavier en tous les cas pour toutes ces précisions. Je tiens à répondre notamment à un internaute qui nous disait qu'on était pro-Macron avec nos réponses. On fait simplement que décrire et commenter cette décision. Je ne pense pas que ce qu'on ait dit d'ailleurs depuis le début de ce direct soit très favorable à Emmanuel Macron, parce que justement on a constaté ce qui peut être considéré quand même comme une reculade, ou en tous les cas une contradiction par rapport au ton qui est employé d'ordinaire sur d'autres décisions. Et de toute façon, c'est un test qu'il y avait pour le gouvernement, et on va voir comment le gouvernement va... Oui, pour Emmanuel Macron, là, c'est vraiment une épreuve. Non, mais effectivement, je voyais aussi les commentaires des internautes. C'est souvent une attitude que j'ai observée chez les internautes. Quand on parle d'Emmanuel Macron, on pense qu'on soutient Emmanuel Macron. Quand on parle des syndicats, les internautes pensent qu'on soutient les syndicats. On rend compte de ce qui se passe. Là, en l'occurrence, Emmanuel Macron a pris une décision sur un dossier qui durait depuis 50 ans. On va voir s'il réussit à la mener jusqu'au bout. Merci beaucoup François-Xavier. Jean-Yves Guérin va nous rejoindre dans un instant. Il a suivi lui la partie économique et financière de ce dossier. Les Français vont payer 350 millions d'euros. Ça, c'est ce que nous dit Lolo Dilla sur le forum du Figaro. Alors on va voir si c'est vrai, si c'est faux, combien ça va coûter aux contribuables, combien ça va coûter combien ça va coûter aux collectivités, combien ça va coûter à Vinci qui devait précisément gérer justement cette nouvelle plateforme de Notre-Dame-des-Landes. Bonjour Jean-Yves, merci bonjour Vincent. de nous joindre. Bienvenue sur Figaro Live. C'est la première fois que vous faites cet exercice, semble-t-il, ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Bon. Jean-Yves, justement, on va répondre aux questions des internautes qui nous rejoignent. Combien ça va coûter aux contribuables? C'est ce que nous demande Lolo Dilla. 350 millions d'euros. Est-ce que c'est un chiffre qui vous parle? Alors, 350 millions d'euros, c'est probablement ce qu'il va falloir payer à Vinci, ce que l'État va devoir payer à Vinci. Pourquoi ? Parce que Vinci, il avait signé un contrat en 2011 pour construire et puis exploiter cet aéroport pendant 50 ans. Il ne le fait pas. Donc, il a le droit à une indemnité. Comment ça se calcule ? D'abord, il y a ce qu'on appelle le manque à gagner. Il aurait dû avoir un chiffre d'affaires pendant à peu près 50 ans.
Ce manque à gagner, il est évalué à 250 millions d'euros. Et puis, il avait engagé des frais financiers, des emprunts pour construire qui sont de l'ordre de 100 millions. Donc, on peut tabler raisonnablement sur le fait que l'État doive sortir de sa poche 350 millions. Donc le chiffre est juste. Est-ce que... Il est juste. Je vous interromps une seconde, Ouais. Vincent. Il est juste. C'est un ordre de grandeur. Après, ça peut varier de quelques dizaines de millions d'euros, suivant des histoires de taux d'intérêt, etc., qui ne sont pas passionnantes pour le grand public, mais qui peuvent avoir un impact à la marge. Un internaute HXGN nous dit les mensonges sur un transfert de l'aéroport. L'actuel devrait être privatisé pour Airbus. C'est vrai, c'est faux ou c'est simplement une rumeur urbaine, Ah non, une ça, légende urbaine? Non, ça pour le coup, c'est une pure légende, urbaine. Mais toujours autant d'avions les au-dessus de Nantes, c'est ce qui risque de se passer si on fait l'extension qu'a annoncé tout à l'heure Édouard Philippe. Ouais, alors qu'est-ce qu'il a dit, Édouard Philippe? Il n'est pas magicien, c'est clair, et pas gestionnaire d'aéroport. Il a juste dit on essaiera de réduire les nuisances sonores, et Dieu sait qu'il y en a quand on habite à côté d'un aéroport. Si on n'y arrive pas, on donnera les compensations nécessaires. Ah, ça veut dire quoi, ça? Est-ce que c'est de la com? Est-ce que c'est une réalité? C'est quoi les compensations? À ce stade-là, on ne sait pas. Une chose est sûre, c'est qu'ils ont été alertés au gouvernement de ce problème. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Twitter, il y avait un petit élément qui montrait la colère des gens qui vivent à côté de l'actuel aéroport. Les drapeaux de cette commune limitrophe de l'aéroport ont été abaissés comme pour un deuil. Voilà, ça illustre le fait qu'il y a des gens qui sont peut-être contents aujourd'hui, mais il y a des gens qui sont très, 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 très mécontents. Et c'est ce que exprime notamment un internaute, même si son profil n'est pas modéré, on peut tout à fait reprendre son commentaire parce qu'il est tout à fait lisible, sur le forum du Figaro, où également vous pouvez réagir. Enfin, une décision prise, mais encore une fois, le vote du peuple n'est pas pris en compte. On laisse 200 personnes faire peur aux gens, donc ça c'est une allusion aux personnes qui occupent la ZAD. Voilà, j'arrête de voter, nous dit-il. Je vais renvoyer ma carte directement en mairie parce qu'on rappelle qu'il y avait eu un référendum en Loire-Atlantique dont le vote avait été favorable à 55% à la construction de Notre-Dame-des-Landes. Pour aller dans ce que vous disiez également, Jean-Yves, des habitants de Loire-Atlantique, pas de ce que vous prétendiez, mais de cette évocation des deuils, des drapeaux en berne autour de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Des habitants de Loire-Atlantique m'ont fait savoir qu'ils n'iront plus jamais voter. Voilà, l'autorité de l'État ne s'exerce que dans les discours, derrière les pupitres, ou quand on quoi c'est un dangereux chauffard. C'est ce que nous dit également un internaute. L'autorité de l'État, elle doit quand même s'exercer aujourd'hui. C'est ce qu'a déclaré Édouard Philippe, qui donne jusqu'au printemps pour les zadistes, ce qu'il appelle les occupants illégaux du site de Notre-Dame-des-Landes, pour évacuer les lieux, et sans quoi la force sera employée après le 1er mars, nous disait tout à l'heure François-Xavier Bourmeau, à cause justement de la trêve hivernale. Jean-Yves, si on fait un petit peu l'état des lieux, est-ce que économiquement, comme l'a dit Édouard Philippe tout à l'heure, ça reste intéressant pour cette région Loire-Atlantique, pour Nantes, d'avoir une extension de l'actuel aéroport Nantes-Atlantique, qui doit être plutôt un hub, comme il l'a dit? C'est même plus qu'intéressant, hein. C'est nécessaire, hein. Quand on regarde depuis 1993, hein, le trafic de cet aéroport, il a été multiplié par 5. C'est-à-dire qu'en 2017, il y a eu un peu plus de 5 millions de personnes qui ont voyagé par l'aéroport de Nantes, alors qu'au milieu des années 90, c'était de l'ordre d'1 million. Et cette croissance, elle va continuer, notamment
avec l'essor du low cost. Hein. Ça n'existait pas de pouvoir voyager à travers Mais grâce à l'Europe. l'essor du low cost, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, ça suffit de faire une extension à Nantes Atlantique. Il n'y a pas besoin de faire un grand aéroport qui soit entre Nantes et Rennes. Alors, disons que le gouvernement, il a trouvé une solution mi-figue, mi-raisin, qui consiste à dire qu'il ne fait pas effectivement un nouvel aéroport entre Nantes et Rennes partant de zéro, mais il va un peu agrandir l'aéroport de Nantes et puis un peu agrandir L'aéroport de Rennes. et puis un peu dire aux gens que s'ils veulent aller à New York, en gros, Il faut aller à Roissy. il faut aller à Roissy. Et donc, il tricote une solution, probablement aussi parce que repartir de zéro c'est s'engager sur un processus de 10 ans. Est-ce que ça suffira? Une chose est sûre, Étienne nous dit refaire un nouveau projet, c'est repartir pour au moins 20 ans. 20 ans peut-être pas, mais 10 ans oui, minimum, parce que vous avez les déclarations de permis de construire, les déclarations les DUP. Les DUP, on peut préciser ce que c'est? Les déclarations d'utilité publique, d'accord. Donc ça, c'est des processus, des enquêtes administratives, etc. C'est plusieurs années avant que ce soit Oui, parce que obtenu. en fait, ce que nous disait, pour répondre à un autre internaute qui se fait appeler Amédité, très beau nom, du coup, c'était un bon projet ou pas, on peut tout se dire maintenant. En tous les cas, le nouveau projet ne résout pas tout, parce que en réalité, Notre-Dame-des-Landes, c'était, comme l'avait dit tout à l'heure François-Xavier, purgé juridiquement. C'est-à-dire que tous les recours avaient été déposés. Voilà, on pouvait appuyer sur le bouton, c'était une décision politique lourde à prendre, que de le faire, mais il y avait eu plus de 160 décisions judiciaires en faveur de ce projet. Donc, administrativement, on pouvait dire, et politiquement, on pouvait dire, on le fait. Est-ce que Vinci va faire un recours? Non. Alors, pourquoi Vinci? Je pense qu'il faut toujours être prudent. C'est un opérateur privé. Et je ne suis pas dans la tête de Vinci, mais Vinci travaille régulièrement avec l'État. C'est le premier point. Il est très rare que ce genre de société attaque son client régulier. Que ce soit Bouygues, Eiffage ou d'autres gros opérateurs, vous les verrez rarement contester une décision de leur principal client, qui est l'État français. Vinci fait à peu près 50% de son chiffre d'affaires en France. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Vinci a d'autres opérations avec l'État. On parle de la privatisation des aéroports de Paris. On parle là de Roissy et d'Orly. Vinci est candidat, il le dit, il le répète. Vinci a déjà quelques pourcents du capital de ADP, Aéroport de Paris. Ça serait malvenu de se fâcher avec l'État, alors que l'État est susceptible ou pas de lui vendre une partie d'aéroports des aéroports de Paris. Là où il risque d'avoir des recours, c'est également chez les habitants. Il le dit, il le répète. De Nantes. Vinci a déjà se plaignent précisément quelques pourcents du Paris. Alors, il y a effectivement les habitants, il y a aussi l'association des ailes de l'Ouest. Alors que l'État, je voyais, j'ai plus en tête de lui vendre son nom, mais la présidente du conseil régional aéroport de Paris. Là où il risque d'avoir des recours, également voilà, chez les habitants. Mais on va, écoutez, il n'y a pas de problème. Soit vous nous donnez la réponse, soit on va la chercher. Quelques pourcents. On va la retrouver tout de suite. Mais là, annoncé Paris. Alors, il y a effectivement les habitants, il y a aussi l'association des ailes de l'Ouest. Alors que l'État, je voyais, j'ai pu peut-être de lui vendre son nom, mais la présidente du conseil régional aéroport de Paris. Paris. Là où il risque
d'avoir des recours. Voilà, chez ça que j'ai- les habitants. Mais on va, écoutez, il n'y a pas de le problème. fait, Soit vous non, nous donnez la réponse, il y a soit déjà, on va la chercher. non, c'est Quelques quelques pourcents. on va la retrouver tout de suite. Mais là, là, Paris. Alors, il y a effectivement les habitants, il y a aussi l'association des brûleurs radio qui est invitée dans un peu plus d'un quart d'heure maintenant de Yves Tréhard et qui va donner conseil régional report de Paris. là où il risque d'avoir des recours voilà, ça que chez j'ai- les habitants. Mais on va, écoutez, il n'y a pas de problème. Soit vous nous donnez la réponse, soit on va la chercher. quelques pourcents. on va la retrouver tout de suite. Mais là, Paris. Alors, il y a effectivement les habitants, il y a aussi l'association des brûleurs radio qui est invitée dans un peu plus d'un quart d'heure maintenant de Yves Tréhard et qui va donner conseil régional report de Paris. là où il risque d'avoir voilà, ça que j'ai- les habitants. Mais on va, écoutez, il n'y a pas de problème. Soit vous nous donnez la réponse, soit Alors, il y a effectivement les habitants, il y a aussi l'association dans un peu plus d'un quart d'heure maintenant de Yves Tréhard qui va donner conseil régional report de Paris. là où il risque voilà, ça que j'ai- les habitants. Mais on va, écoutez, il n'y a pas de problème. Soit vous nous donnez la réponse, soit Alors, il y a effectivement les habitants, il y a aussi. Maintenant, on sait que il ne se fera pas. La seule chose que ceux qui y étaient favorables peuvent faire, c'est s'opposer aux autres projets alternatifs. C'est pas faire en sorte que Notre-Dame-des-Landes se fasse. Le gouvernement a décidé qu'il ne se ferait pas, il ne se fera pas. Alors justement, on parlait de Vinci tout à l'heure, Jean-Yves. Vinci est à la disposition de l'État après l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. C'est ce qu'on peut lire donc sur les dépêches du Figaro. Il y a une question, je vous interromps Vincent, Ouais. il y a une question qui se pose, c'est est-ce que Vinci a un contrat de 50 ans. Dans ce contrat, il y a d'une part l'exploitation de l'aéroport actuel, Nantes-Atlantique, tant que le suivant, Notre-Dame-des-Landes, n'était pas construit. Ça, c'est ce qui est écrit dans le contrat signé en 2011. Maintenant qu'il n'y a plus de nouvel aéroport Notre-Dame-des-Landes, est-ce que Vinci va continuer à exploiter l'aéroport actuel? Aujourd'hui, personne ne le sait. C'est pas clair, c'est pas déterminé. Ça va être probablement l'objet de discussions entre l'administration et puis ce grand groupe de BTP. C'est un vieux projet, Notre-Dame-des-Landes. On peut peut-être rappeler en deux mots à quand il remonte. C'est au milieu des années 60. Ouais, c'est la fin des années 60. Il a forcément, mais comme beaucoup de projets d'infrastructures de ce type, les riverains n'y étaient pas très favorables. Mais ce n'est pas parce que les riverains ne sont pas favorables à une infrastructure qu'ils ne se font pas. Les riverains n'étaient pas favorables à certaines lignes à grande vitesse pour aller à Marseille, par exemple. Tout le monde l'a oublié. Finalement, ça c'est fait. En fait, ce projet, il a eu la scoumoune, si j'ose dire. C'est-à-dire que d'abord, il a été plombé par la crise pétrolière qui fait qu'il a été mis un petit peu sous le boisseau. Il a été réactivé à la fin des années 90 par le gouvernement Jospin. À ce moment-là, il y a eu une montée des préoccupations environnementales, écologistes, etc., qui fait qu'il commençait à y avoir des manifestations. Et puis, la montée en puissance s'est focalisée par la création de la ZAD. Initialement, ZAD, ça voulait dire zone d'aménagement différé. On l'a oublié, et maintenant, c'est devenu la zone à défendre. C'est la zone à défendre. Mais ça avait il n'y a pas que les écolos ultra, il y a aussi des bad blocs qui sont des groupes d'extrême gauche qui sont là pour justement faire le coup de poing contre les forces de l'ordre, contre l'État. Un internaute nous dit également que les négociations ont été bien menées et que sans doute ça ne coûtera pas 350 millions d'euros à l'État, mais ça on ne peut pas encore le savoir. Bah non, on l'a vu par exemple, il y a des précédents, l'écotaxe.
l'écotaxe, l'État a décidé, le gouvernement a décidé finalement de ne pas mettre en place l'écotaxe parce que les Bretons n'étaient pas d'accord. Je simplifie un peu, mais il y avait une société... Le mouvement des bonnets rouges. Voilà, le mouvement des bonnets rouges, c'est 2014. L'État avait choisi déjà une entreprise qui avait installé des portiques, qu'on voit encore d'ailleurs le long des autoroutes et des nationales. Cette société s'appelle Ecomove, filiale de l'italien Benetton. Dans un premier temps, Ségolène Royal a dit le contrat est mal ficelé, je ne vais pas payer, etc. Bon, finalement, elle a dû payer. Et c'est entre 900 millions et 1 milliard d'indemnités. Donc 350 millions d'euros, c'est quand même moins que les portiques écotaxe. Oui, parce qu'il y a eu moins d'investissements. C'est-à-dire que ils n'ont pas commencé à couler du béton, à construire les infrastructures. Ils ont acheté quelques terrains, mais vous voyez, c'est pas du même ordre. Alors que les portiques, on les voyait quand on circulait en voiture sur nos autoroutes. Non, il y a une autre question, à mon avis, qui appelle cette décision, c'est est-ce que ça ne va pas plomber un certain nombre d'autres grands projets en France. Alors c'était toute la question, parce que François-Xavier Bourmeau citait tout à l'heure une disposition du programme d'Emmanuel Macron, disant que la volonté, c'était non pas de se lancer dans de nouveaux projets d'infrastructures, mais simplement d'améliorer les infrastructures existantes. Alors, ça, c'est vrai, effectivement, pour les infrastructures de transport. C'est-à-dire que, en gros, la priorité, est-ce que c'est de faire une énième ligne TGV, par exemple, entre Bordeaux et Toulouse, ou est-ce que c'est faire en sorte que les transports c'est pas mal, parce que pour se rendre à Toulouse, c'est quand même long, quand même. Ah oui, mais... Moins qu'avant, parce qu'on va plus vite entre Paris et Bordeaux, mais quand même, ça reste long. Mais pour Et est obligé de passer par Bordeaux. Après, il faut faire des choix. C'est-à-dire que ceux, par exemple, qui habitent en région parisienne et qui sont amenés à prendre le train de banlieue, ils vous diront que eux, ils le prennent tous les jours et que c'est... très régulièrement en retard, et que les milliards qu'on consacre au tout TGV ne sont pas consacrés au train de banlieue. Ni au TER, si vous voulez aller D'ailleurs, d'un mot, on sait s'il y a plus d'utilisateurs de trains type TER ou train de banlieue aujourd'hui, ou de type TGV ? Alors, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si vous additionnez... si moi je prends le train de banlieue, alors je le prends 300 jours par an. Donc le nombre de trajets est infiniment supérieur. Ça, on en est sûr. Par rapport à ceux qui prennent des TGV, ou quand on prend le TGV, a priori, sauf exception, on ne le prend pas tous les jours. Ce n'est pas un trajet du quotidien. On doit prendre 10 fois le TGV dans l'année versus 300 fois le train de banlieue ou le TER si on l'utilise pour aller travailler. Donc l'enjeu, il n'est pas du même ordre. Et puis après, on a un maillage de TGV en France qui est quand même très très élevé par rapport à d'autres pays équivalents, notamment l'Angleterre. Et qui peut peut-être expliquer pourquoi on abandonne le projet Notre-Dame-des-Landes, parce que finalement, est-ce que le calcul du gouvernement, c'est pas de se dire tant qu'à faire, il vaut mieux que les usagers fassent un Paris-Nantes en TGV région Roissy pour aller à l'international, plutôt que de construire un aéroport coûteux dont on n'est pas sûr de la rentabilité. C'est le pari en tout cas. Merci beaucoup Jean-Yves. Merci. D'autres précisions peut-être ? Juste une autre précision, quand on parlait des conséquences sur d'autres projets. Alors, il y a Vincent, ce que vous évoquiez, les projets d'aéroports ou de gares, etc. Mais il y a d'autres grands projets en France qui peuvent subir les conséquences de cette décision. On pense par exemple à un projet qui ne fait pas consensus, de même nature, Europa City. C'est un projet en région parisienne, de grands centres de loisirs, grands centres commerciaux avec une piste de ski, etc. Là encore, il y a une opposition parce que c'est très consommateur de terres agricoles, etc. Le fait que l'État ait reculé sur Notre-Dame-des-Landes ouvre la porte, donne confiance aux écologistes qui peuvent s'opposer à ce type de projet Europa City.
Et il y a également d'autres projets, d'autres fiascos, notamment le fiasco du Vélib ou de ce qui est censé le remplacer. Et vous le racontez admirablement bien dans les pages du Figeco du week-end dernier, mais ça a retrouvé sur le Figaro, c'est le Figaro Économie. Si je le retrouve, je vous le montre, mais sinon vous pouvez le retrouver. L'article est très sobre, mais il est absolument saisissant et c'est vous qui l'avez signé. On en reparlera avec vous. Il y aura une suite. Il y aura une suite avec vous, Jean-Yves. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous restez sur le Figaro.fr. Vous restez sur Figaro Live. Dans moins de 10 minutes maintenant, dans une dizaine de minutes, Bruno Retailleau, ancien président du Conseil régional des Pays de la Loire. Donc, désolé parce que depuis tout à l'heure, on vous dit que c'est le président du Conseil régional des Pays de la Loire. Alors, ça en est vrai, effectivement la figure emblématique, mais il a cédé momentanément sa place. Bruno Retailleau, donc, qui est l'un des grands partisans, l'une des figures emblématiques favorables au projet Notre-Dame-des-Landes, va réagir au micro d'Yves Tréhard sur le plateau du Talk qui a été exceptionnellement déplacé à 14h45 pour avoir cette réaction suite à l'annonce d'Édouard Philippe. Le gouvernement considère que les conditions ne sont pas réunies pour le projet Notre-Dame-des-Landes. Dans ces conditions, le projet Notre-Dame-des-Landes est abandonné. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure à l'Élysée. Vous voyez sur ces images le Premier ministre Édouard Philippe. Il a également demandé aux occupants illégaux, je cite, de la zone où devait être établi, devait être installé, devait être construit l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, d'évacuer les lieux d'ici le printemps, sans quoi la force sera utilisée pour les expulser. On va bien sûr revenir sur Figaro Live sur cette décision dans 17h10 avec point de vue autour de Guillaume Roquette. Et bien sûr, vous retrouvez le live texte du Figaro, le live texte du Figaro qui se trouve ici, voilà, juste derrière moi. Si j'arrive à le descendre, je vous le montre. Voilà. Il est juste ici. Voilà. Le live text, donc Notre-Dame-des-Landes, les zadistes ont jusqu'au printemps pour quitter la zone. C'est ce qui est écrit sur le site du Figaro. Et c'est effectivement l'une des annonces d'Édouard Philippe. Merci de nous avoir suivis, vous avez été nombreux. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à 11h10 pour un décrypteur qui est consacré aux prisons. On fera le point sur le mouvement de blocage des prisons qui a été initié depuis le week-end dernier suite à l'agression de plusieurs surveillants par des détenus islamistes. Et puis sur l'état de la surpopulation carcérale. À très vite sur Figaro Live. Au revoir.